Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être en compagnie de Pascal Lafargue qui va nous entraîner sur les pas de Marie-Madeleine, hein, après sa belle enquête sur cette figure de la chrétienté. Et quand je dis figure de la chrétienté, il est vrai elle est passée totalement au second plan alors qu'elle devrait être vraiment mise à l'honneur, hein, puisque elle était quand même là quand c'est elle qui a annoncé que Jésus était ressuscité, et c'est incompréhensible qu'elle ait disparu des radars, si je peux employer l'expression, hein. Les scribes ont volontairement effacé son nom, hein, et, et au-delà de ça, la femme, hein. Alors, il est vrai que Marie-Madeleine, en fait, est décrite dans la religion chrétienne comme une ville pécheresse, en fait, et comme une femme, voilà, une femme de mauvaise vie, en fait. Mais en fait, je vais découvrir au fur et à mesure de mon enquête qu'en fait, il n'en est rien. Et je vais me concentrer, je vais voyager dans le temps, si je peux me permettre cette expression. Et c'est Par vos capacités médiumniques. voilà, exactement. Et là, je vais pouvoir accéder à des informations. Et en fait, ces informations, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir aller les contrôler quelque part. D'ailleurs, c'est un peu le reflet de tout ce que je fais dans le domaine de la parapsychologie, dans ma discipline, c'est-à-dire j'enquête, je révèle, j'enquête, je contrôle. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de rendre crédible, comment dirais-je, tout mon travail de parapsychologue. Pour revenir à Marie-Madeleine, en fait, eh bien, je vais découvrir au fur et à mesure qu'en fait, c'est plutôt une femme de lignée royale, de lignée noble, avec un vécu extrêmement important. C'est un être éveillé. Et en fait, je vais découvrir au fur et à mesure que on parle de Marie-Madeleine dans l'évangile de Philippe. Il y a des écrits apocryphes où il est mentionné. Les évangiles gnostiques ont été découverts à la fin des années 40 en Haute-Égypte. Absolument. Alors, il y a ça, et puis il y a l'évangile aussi de Philippe. Alors, il y a l'évangile de Philippe dans les écrits apocryphes où Philippe dit que le maître l'a embrassé sur la bouche. Il y a ici aussi les documents qui ont été retrouvés en Haute-Égypte dans les années 42 ou 44, je ne sais plus, à Nagamadi. Et ça a été retrouvé dans des espèces de cruches, des documents apocryphes dont la paternité aurait été attribuée à Jésus, où il est dit qu'en fait, une fois traduit, que c'était en fait la compagne de Jésus, la femme de Jésus. Alors je sais qu'il y a un extrait d'un texte qui est à Boston, je crois, au musée de Boston, ou l'université de Boston. C'est un document qu'ont les archivistes, les historiens là-bas, où il est clairement noté. Et à cela se rajoute aussi l'histoire. Euh, Pourquoi les apôtres se posent la question, pourquoi il va aller dire à Marie-Madeleine de ne pas le toucher, qu'il est revenu, qu'il est là, et d'aller l'annoncer aux apôtres. En fait, pourquoi il l'a choisi elle pour aller annoncer ça? Et d'ailleurs, à partir de là, je dirais, alors c'est un des éléments qui va se rajouter aussi dans l'histoire, ça va devenir pourquoi il a été le dire à Marie-Madeleine et pas à nous. Nous, c'est fidèles, les apôtres. Et tout ça, ça va générer aussi dans l'histoire un phénomène. Ce phénomène, on va l'appeler l'effet Mathilda. Et cet Tout à effet fait. Mathilda vient d'une auteure américaine qui s'appelle Mathilda Jocelyn Gage. À la Et fin du 19e. absolument. Et en fait, elle va parler de toutes ces femmes qui ont été invisibilisées par l'histoire. Et en fait, euh, elle dénonçait l'effacement des femmes, souvent d'ailleurs au profit des hommes qui voulaient leur voler la vedette. Et donc, alors est-ce que je n'en sais rien, c'est une supposition. Est-ce que c'est la raison pour laquelle dans l'Église, après, il y a eu des hommes et qu'il n'y a pas eu de femmes, à part Mais peut-être la ça, papesse Jeanne, voilà, qui s'est fait passer en fait pour un homme et qui était une femme et qui avait pris le pouvoir à cette époque-là, enfin qui avait été élu même pape. Mais on va se rendre compte dans l'histoire, au fur et à mesure de mes enquêtes, et pas que sur Marie-Madeleine, que beaucoup de femmes vont passer en second plan parce que ben, les hommes veulent leur voler la vedette et prendre le pouvoir. c'est ce fameux effet Matilda qui, au départ, avait été mis en évidence, surtout pour des questions scientifiques. Mais en réalité, on peut l'étendre à bien des choses. Ah, bien sûr. Dans la musique, dans l'art, il n'y a pas de, il y a peu de, il y a pas de grands noms qui me viennent à l'esprit. Par exemple, à l'instant, dans la musique classique de femmes.
Alors, si, il y a eu des femmes quand même en musique Oui, classique mais enfin, qui ont été comme Clara Schumann, par voilà, exemple, mais enfin, c'est qui a été l'exception. voilà. Alors, ils étaient deux, trois autres, hein. À cette époque-là, Oui, il y avait Clara Schumann et deux autres personnes dont le nom m'échappe, mais il y avait deux autres femmes importantes qui étaient concertistes et de talent, d'ailleurs. D'ailleurs, Clara Schumann a fait énormément de tournées, hein, en Europe, mais c'était minimaliste par rapport au pouvoir des hommes aussi à ce moment-là. Donc, on va les retrouver, ces femmes. C'est vrai qu'il y a eu aussi Hypatie d'Alexandrie à une époque, une grande scientifique aussi également. Il y en a eu plein d'autres, mais qui a mal fini d'ailleurs, hein, parce qu'elle a été lapidée, torturée. Ça a très mal fini pour c'est pas elle. toujours confortable, oui. Voilà. Mais dans la littérature, la peinture, c'est pareil. Bon, il y a Suzanne Valadon, il y a des noms, bien sûr, mais Oui, globalement, quand même, il y a une mainmise de l'homme sur absolument. absolument. Donc, on est dans un temps de révélation. Nous sommes à une époque de révélation et le fait de rétablir la justice pour Marie-Madeleine, ça en fait partie. Et vous êtes un petit peu sa voix. Très humblement, Simplement, mais très malgré humblement, tout, j'ai hein? mené une enquête Voilà. et donc je l'ai écoutée, j'ai communiqué avec elle, j'ai écouté, j'ai voyagé dans le temps et j'ai même été sur des lieux, en fait, puisque le but aussi de ce livre, et je l'ai pris sous cet angle-là, c'est-à-dire en mettant en avant mes capacités, mes compétences et en faisant un travail de contrôle historique, mais surtout en voyageant sur des lieux où potentiellement Marie-Madeleine serait passée. Alors, Donc, ça commence enfin, dans votre livre. C'est à Vézelay. Vous faites l'expérience d'une autre ligne du temps. oui, À oui. votre première rencontre. Voilà. Il va y avoir le passage à Vézelay, dans d'autres villes de France, mais pas qu'en France, en Oui. dehors de la France. Et je tiens déjà à dire que le périple est loin d'être terminé, puisque je continue, et que si ce livre reçoit un bon accueil, il y aura une suite, parce que le périple continue. Et du coup, ce qui va se passer aussi en allant sur le terrain, parce que je suis une femme de terrain, j'enquête, je vais sur le terrain. Et c'est ça aussi qui donne une dimension à mes travaux et à mes recherches. Ça ne parle pas d'un esprit, je dirais, d'un esprit qui décide que c'est comme ci ou comme ça. Non, 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 non. Je fais un travail de révélation, je me déplace, j'enquête, je vais sur le terrain. Et c'est en allant sur le terrain où je vais découvrir qu'en fait, des endroits qu'on nous revendique comme étant des lieux où Marie-Madeleine aurait vécu pratiquement toute sa vie, où elle serait restée jusqu'à sa mort, eh bien, je me rends compte que c'est pas du tout ça, en Et fait. en parlant de ça, vous pensez à la Sainte-Baume. Absolument, entre Oui. autres, oui, là. Bon. Mm. Et en fait, je vais aller à la Sainte-Baume. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que bon, il y en aurait tellement. Et puis, mais je me souviens qu'en descendant de la Sainte-Baume, donc des gens montaient, descendaient, on était sur le grand chemin qui descendait. Après cette journée où je m'étais concentrée, j'avais canalisé, je m'étais concentrée, j'avais vu les scènes, j'avais expliqué tout ça. Et en descendant, en redescendant de la Sainte-Baume, un homme me croise et me dit, et s'arrête devant moi quasiment me prend les mains et me dit, je viens de rencontrer Marie-Madeleine. J'ai trouvé ça drôle parce que j'étais tellement, en fait, ce qu'il avait ressenti, c'est surtout que je portais cette énergie-là par rapport au travail que je venais de faire. Et du coup, nous avons discuté un bon moment. Et je lui dis, et d'ailleurs en plaisantant, je lui dis, vous avez dit ça à combien de personnes? Il m'a dit, et il s'est un peu vexé d'ailleurs. Il m'a dit, mais je vous en prie, il me dit, je le dis parce que je le pense et je le ressens que vous êtes dans cette énergie-là. Et en fait, cet homme, sans le savoir, quelque part, validait pour moi tout ce que je venais de faire, en fait, tout ce que je venais de dire. Et vous savez, ma vie n'est jonchée que de ça, que de Au fil synchronicité et de rencontres incroyables au qui fil viennent du juste au livre, bon moment. Voilà. on découvre justement, il y a eu énormément, on appelle ça aujourd'hui des synchronicités, pour employer le mot à la mode, hein, Moi, mais j'appelle ça de la guidance sacrée. voilà, vous avez des guidances sacrées, elles se sont multipliées, hein. C'est ça, énormément. Mais toute ma vie, ça a été comme ça, toute ma vie. Vraiment, il y a des fois, je me dis, mais en fait, j'ai passé beaucoup de temps à me demander pourquoi. Pourquoi, alors que sur un lieu d'apparition, à l'époque où on arrive en famille, où nous sommes en retard, la messe a commencé, tous les fidèles sont derrière le prêtre en plein air, et le prêtre donc est de profil à moi, et tous les pèlerins sont derrière. Et là, il est sur le lieu d'apparition, c'est un endroit en Normandie. Et, euh, et d'un seul coup, il y a une petite religieuse qui vient me chercher. C'est marrant, au moment de l'évoquer, pourtant il fait chaud, mais j'en ai des frissons. Il y a une religieuse qui vient me chercher et qui me dit, je crois que le prêtre vous appelle. Je lui dis, comment ça, le prêtre m'appelle?
je crois qu'il veut que vous alliez à ses côtés faire la messe. Je lui dis, mais je ne sais pas faire la messe. Eh bien, prenez ce petit livre, il y a le Notre-Dame, je vous salue Marie, si vous avez un, un oubli, mais rejoignez-le. Et me voilà arrivé à côté du prêtre, devant l'endroit, aux endroits des apparitions, avec tous les fidèles derrière moi et le prêtre qui me soutenait. Et on a prié ensemble, on a fait la messe. C'est un moment, et il y en a tellement des moments comme ça, où il y a un moment donné, vous vous dites, ça n'est plus, euh, le taux de probabilité est tellement faible qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. De la même manière, je me fais enfermer au Vatican, à la basilique Saint-Pierre. Je vais être enfermée à, à, à Londres, à l'abbaye de Westminster, alors que tout le monde évacue. Moi, un religieux vient me récupérer dans la foule pour me demander de le suivre et de venir avec lui et d'assister à un office privé. Non, mais j'ai tellement vécu de choses. Et en fait, depuis 2 mois, je fais un travail qui me permet de comprendre pourquoi j'ai vécu ça. Donc là, pour le moment, j'en parlerai pas, mais c'est tellement troublant et c'est tellement passionnant, c'est tellement intéressant que ça commence à répondre à certaines de mes questions. Vous avez eu une guidance sacrée aussi à Chartres. Il y a cette belle histoire des Trois Lumières, Là, c'est ah ben voilà, ça c'est hein, si encore vous une. pouvez la raconter, Pascal, parce qu'elle est... Oui, alors, donc, suite aux révélations que j'ai faites, je me suis dit, OK, on me demande de me rendre à Chartres, et plus particulièrement dans la crypte de Chartres. Et donc, je prends les informations. Et j'apprends que la crypte, en fait, n'est accessible que avec la présence d'un guide. Donc, je me suis dit, bon, bah, qu'à cela ne tienne, on va prendre rendez-vous avec un guide. Donc, on téléphone à la cathédrale et à la cathédrale de Chartres, la personne me dit, bah, écoutez, il reste de la place pour je ne sais plus quelle heure de visite. Vous venez, vous achetez vos billets, vous vous mettez dans la cathédrale. Nous arrivons, on achète nos billets, on attend sagement. Et là, il y a un homme qui vient nous voir et qui nous dit, ben voilà, je suis chartrain, c'est moi votre guide, je vais vous faire la visite et ça va bientôt commencer. Je dis, bah, écoutez, pas de souci, on vous suit, pas de problème. Je vais donc, on arrive donc avec le petit groupe, on suit notre guide et là, euh, il prend un trousseau-clés, il ouvre la porte en bois, on entre, on descend quelques marches, il referme la porte derrière lui et là, on attend et il dit, attendez, il y a un groupe qui va sortir. Donc, on voit effectivement un autre guide arriver. Cet autre guide est avec un groupe. Et là, le guide s'approche un peu précipitamment de notre guide et lui dit, écoute, il y a un gros problème. Les plombs ont sauté. Il n'y a plus d'électricité dans la crypte. Je te donne ma lampe torche. Et il dit, je vais prévenir, je vais essayer de faire quelque chose. Alors du coup, ils repartent tous les deux pour essayer de remettre des plombs en place, de faire quelque chose en fait. Et et finalement, on commence la visite. Lui, il a la torche. Alors, dans le grand couloir de la crypte, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a des alcôves. Et je vais découvrir qu'il y a une alcôve qui est soi-disant donc réservée à Marie-Madeleine. Et donc, je demande à mon guide, je lui dis, écoutez, il y a cette alcôve, pouvez-vous me confirmer que c'est bien Marie-Madeleine qui est sur le vitrail? Et là, il me dit, ah, je ne sais pas. Et moi, je suis interpellée parce que je me dis, il m'a dit au début de la visite qu'il était chartrain et que la cathédrale n'avait aucun secret pour lui, et il n'est pas capable de me dire si c'est bien Marie-Madeleine sur le vitrail. Donc ça m'interpelle. Bon, on continue, et quand on arrive à la crypte Notre-Dame sous terre, là, vraiment, c'est obscur, et donc tous les gens les visiteurs sont là. Moi, j'attends que les visiteurs repartent avec le guide, et là, je suis avec un ami, je lui dis, non, non, on ne ressort pas, il y a une statue de la Vierge à l'enfant, j'aimerais prier là, parce qu'apparemment, c'est là anciennement où était le temple où Marie-Madeleine a prêché. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets mes mains le long du corps, je lève la tête en regardant la statue, et là, dans ma tête, je dis, Marie-Madeleine, si tu es venue avec les maris ici prier, s'il te plaît, fais-moi un signe. Au moment précis où je demande le signe, 3 lumières s'allument autour de la statue. Et là, je fais, mais c'est pas possible, c'est pas Dieu possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'ami qui est avec moi me dit, alors là, on regarde partout pour voir si l'électricité est revenue ailleurs. Pas du tout. Elle n'est qu'autour que de la statue. Voyant que nous n'étions pas ressortis, le guide revient me chercher et il se faufile derrière la porte. Il dit, s'il vous plaît, vous pouvez sortir. Et là, il aperçoit les 3 lumières au-dessus de la statue.
Et là, à ce moment-là, il me regarde et il me dit, restez, prenez le temps que vous voulez. Je me dis à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a compris dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Je prends le temps qu'il faut, je ressors. Et donc, on reprend le fameux couloir en direction de la sortie. Et je dis à l'ami qui était avec moi, je lui demanderais bien de refaire une deuxième fois la visite. Or, le guide ne pouvait pas l'entendre. Il était à plusieurs mètres devant moi. Je l'ai dit à mots bas. Il ne pouvait pas entendre. À peine j'avais terminé cette phrase, qu'il remonte toute la file pour venir me voir. Nous étions en fin de file. Et il me demande, souhaitez-vous faire une seconde visite avec moi? Alors là, je suis époustouflée. Je lui dis, mais c'est pas possible. C'était impossible qu'il m'entende, vu la distance. Je lui dis oui. Et donc, on reste dans la crypte, tout le monde sort, on reste, un autre groupe arrive et on recommence. Et on s'arrête de nouveau devant l'alcôve où il y a le vitrail, où il y a Marie-Madeleine. Et je vois qu'il ne m'en dira pas plus. Il me regarde. Et là, je dis à mon ami, je lui dis, bon, ça sert à rien qu'on continue la visite parce que j'en saurai pas plus. De la même manière, il revient vers moi, il remonte la file et il me dit, je crois que vous voulez peut-être arrêter la visite parce que et là, je le regarde, je fais, je crois que oui. Et il me ramène à la porte et il me dit, de toute façon, vous en savez autant que moi et vous savez qui vous êtes. Voilà, il avait sûrement dit vrai quand il savait qu'il connaissait toute la cathédrale. Bien sûr, mais en fait, voilà, ce sont des genres de situations un Voilà. petit peu particulières, un petit peu, comment dirais-je, cocasses. Mais là, je me dis, en fait, sans parler, sans rien me dire, il m'envoie un message, cet homme, et il me dit les choses. Et c'est Donc, le en même, fait, pardon, Pascal, et c'est le même jour que qu'un mendiant a voulu vous offrir un brin de lavande? alors non, non, ça, c'est beaucoup plus récent. C'est au mois de août 2024, donc c'était pas tout à fait il y a un an. Nous sommes en famille et pour une raison tout autre, voilà, on venait réserver un lieu, etc. Et là, moi, je propose, je lui dis, écoutez, on peut pas repartir sans faire un petit tour de la cathédrale. Et à ce moment-là, l'entrée principale était fermée parce qu'il y avait des travaux, donc il fallait entrer sur le côté de la cathédrale. Et là, en entrant, il y avait un mendiant qui était là. Et ce mendiant, oh, moi, je fais, ça sent bon la lavande. Et le mendiant se retourne tout de suite, attrape un brin de lavande, et il me dit, je vous l'offre. Et je lui dis, non, non, c'est votre brin de lavande, gardez-le, c'est à vous. Et puis finalement, on rentre, on fait un tour d'église et on ressort, on le revoit. Et là, je commence à discuter avec lui. Nous parlons de Marie-Madeleine, je lui explique que j'ai vécu des choses dans cette cathédrale. Il me dit, venez voir, j'ai des choses à vous montrer. Donc, je rentre avec lui et un de mes enfants, ma fille, me suit. Et il me montre deux, trois choses qu'il veut à tout prix me montrer. Et nous discutons à l'intérieur, à côté d'un des piliers, près de la porte de sortie. Et là, à un moment donné, lors de notre discussion, où on parlait de Marie-Madeleine, il devient très sérieux. Il me dit, tendez-moi votre main. Donc, je lui tends ma main. Et là, en lui tendant ma main, je sens qu'il me met quelque chose dans la main. Je sens que c'est métallique. Il referme ma main et il me dit, ce que je fais pour vous, j'ai fait la même chose avec une. Est-ce que vous connaissez le livre de l'amour? Je fais oui, je le connais. Il me dit, je lui dis, ça a été écrit par Kathleen McGowan. Il me dit oui. Il me dit, eh bien, ce que je fais avec vous, j'ai fait exactement la même chose un certain jour avec Kathleen McGowan. Et là, je le regarde, je lui fais oui, et c'était un 17 mai. Il me dit, comment vous le savez? Je lui dis, parce qu'elle l'écrit à la fin du livre de l'amour, et que le 17 mai, c'est le jour de ma fête. Donc, j'ai bien retenu cette date du 17 mai. Et là, il me, il me dit des choses que j'ai pas écrites dans le livre parce que c'est beaucoup trop personnel. Je les garde au fond de moi, ces choses-là, mais c'est des choses absolument incroyables. Et en fait, il me prédit quelque chose. Voilà, il me prédit quelque chose, mais le reste, voilà, c'est trop personnel, je ne peux pas le partager. Et en fait, quand je vais ouvrir la main, je vais me rendre compte que c'est une médaille de la Vierge Marie qui va me donner. Une très, très belle médaille. D'ailleurs, je vais vous la montrer, elle est là, elle est toujours sur mon bureau. C'est celle-là. D'accord. Voilà. Et derrière, c'est comme ça. Je pense avoir la même. Ah, voilà. Oui, Alors j'ai là, la même, j'ai la même. voilà. Et donc, c'est cette médaille-là, donc elle est toujours à côté de moi. Et euh, comment dirais-je, il va m'offrir là, pour le coup, son brin de lavande et on va passer ensemble un moment complètement délicieux. Et, euh, et je suis retournée le voir il y a peu de temps. Il a mis un instant pour se souvenir de moi.
et il m'a ramené dans d'autres endroits, il m'a montré autre chose. Voilà. Et donc, au-delà de cette rencontre que j'ai faite avec je dirais, ce mendiant, il m'a donné, d'ailleurs, il faut que je retourne le voir parce qu'il m'a parlé d'un lieu et je ne l'ai pas noté dans le moment et je l'ai oublié. Mais je vais le revoir, c'est pas très grave. Et au-delà de ça, il y a aussi tout ce que j'ai vécu à l'intérieur de Chartres, dans le labyrinthe et même dans mes concentrations ou même dans la crypte, où effectivement, euh, je vais recevoir énormément d'informations qui va se relier à Marie-Madeleine, qui va se relier aux femmes, qui va se relier aux maris et à d'autres personnalités féminines. Parce que si on recontextualise à l'époque, au premier siècle, c'était pas du tout comme ça. Et Quand vous, c'était, pardon, Pascal, quand vous dites se relier au mari, quand vous parlez des maris, ce sont ces femmes d'éternité. c'est ça, exactement. Ces femmes d'éternité qui se rallient sous le nom de la communauté des maris. Alors, ce sont des femmes que Marie-Madeleine, qui accompagnent Marie-Madeleine. Ce sont des femmes qui enseignent, qui transmettent, qui soignent, qui guérissent, qui sont très actives et qui évangélisent aussi quelque part dans cette communauté. Et vraiment, ces femmes ont un rôle, elles fédèrent énormément, elles ont un rôle important à jouer à l'époque et elles vont au fur et à mesure, comment dirais-je, ben, voyager, bouger, aller sur certains lieux, dont Chartres. Voilà. Voilà. Dans les lieux, il y en a un autre nom qui vient à l'esprit quand on parle du parcours de Marie-Madeleine, c'est Rennes-le-Château. Oui. Alors en fait, mon intérêt pour Marie-Madeleine, au début, il commence. Enfin, je- en fait, comment j'en suis venue à Marie-Madeleine? J'en suis venue à Marie-Madeleine parce qu'il y a des années, j'avais lu un livre de Guy Breton et Louis Pauwels, et il y avait un passage du livre qui parlait de Rennes-le-Château, et qui parlait plus particulièrement de la Bessonnière. Et quand j'ai touché la photo de la Bessonnière avec ma main, j'ai entendu parler en latin. Donc, j'ai dû faire traduire ce que j'ai entendu en latin, et ça me donnait des indications quand même qui étaient assez surprenantes. Et donc, j'ai commencé à me rendre depuis il y a plusieurs années à Rennes-le-Château et j'ai commencé à enquêter sur l'histoire de la Bessonnière et certaines histoires dont je ne vais pas rentrer pour l'instant dans l'histoire de la Bessonnière. Mais au fur et à mesure, mon intérêt pour Marie-Madeleine s'est imposé de façon importante, de façon, comment dirais-je, évidente. Et c'est à partir de là où j'ai dit, il y a un mystère à creuser de ce côté-là. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à découvrir des choses. Et vous avez Alors, une rencontre incroyable. alors à Rennes-le-Château, c'est improbable, mais c'est totalement improbable ce qui va se passer. Je crois que c'est en 2017 ou 2018, pardonnez-moi si je me trompe, c'est ou 2017 ou 2018. Et en fait, cette année-là, on ne devait pas aller à Rennes-le-Château à cette époque-là. On devait aller à Rhodes et Patmos, dans le Dodécanèse. Et finalement, pour une question à l'époque je dirais, de grève et que les migrants avaient occupé les bateaux et l'agence de voyage avait des doutes sur le fait que certains bateaux assuraient les liaisons entre les îles. Donc, elle avait préféré qu'on reporte notre voyage. Donc, du coup, on part à Rennes-le-Château. Et nous partons une semaine. Et quand je pars en enquête, tous les jours d'enquête sont bien organisés. Je sais tous les jours ce qu'on va faire, ce qu'on va étudier, etc., etc. Et euh, le jour, enfin, ce jour précisément, nous arrivons donc à Rennes-le-Château et nous sommes devant l'église de Rennes-le-Château. Et il faut savoir qu'en général, je choisis des périodes hors tourisme, hors touriste, parce que j'aime pas quand il y a trop de monde, quand il y a trop de touristes. J'aime bien être tranquille. Donc là, c'est parfait, il n'y a personne. Et je suis avec un guide historique, qui est devenu une amie maintenant, avec qui je collabore et je travaille. Et avec elle, je vais, comment dirais-je, commencer à me concentrer devant l'église. Et elle me demande si j'accepte de psychométrer une chasuble qui a appartenu à quelqu'un, qu'elle a obtenu de façon tout à fait officielle. Et elle me demande donc de psychométrer ce vêtement. Et là, je me dis, ben, je ne peux pas refuser ça, donc j'accepte bien volontiers. Et donc, je vais prendre cette chasuble et j'ai dit, bon, pour plus de confort, nous allons entrer dans l'église et je vais m'asseoir à l'intérieur, ça sera plus confortable. Donc, l'église de Rennes-le-Château est un peu petite, donc il y a une allée centrale, des bancs de part en part, et je remonte l'allée centrale qui n'est pas très grande et je m'assois sur la gauche au deuxième ou troisième banc. J'ai la chasuble, je psychomètre la chasuble, je la tiens entre mes mains, elle est autour de moi et je commence à révéler. Mon guide confirme au fur et à mesure de mes révélations
et je décide de me lever parce que là, la fatigue commence à s'installer. Donc, le groupe qui forme un cercle autour de moi s'ouvre. Donc, je me lève, je fais deux, trois pas, je suis presque devant l'hôtel. Et là, euh, j'entends une voix enfin, quelqu'un de derrière qui hurle en anglais, It's you, I recognize you, you are the guide, you are the guide. Et là, je me dis, mais qui est-ce qui hurle et à qui elle parle? Et cette personne fait irruption, entre dans l'église, elle arrive à ma hauteur, elle me prend dans ses bras, elle me fait un hug et elle me fait You are the guide, I know it's you, you are the guide. Et là, je lui dis Écoutez, puis alors moi j'étais un peu sonnée par ma concentration, je lui dis Mais Vous êtes le guide. voilà, je vous reconnais, vous êtes le guide, c'est vous et tout. Et je fais le guide de quoi? Vous me reconnaissez? Je fais Mais qui êtes-vous? Et en fait, elle m'explique qu'elle vient des États-Unis et plus particulièrement d'une ville à côté de Miami et qu'elle a reçu un message qu'elle va me montrer d'ailleurs sur l'écran de son téléphone et en lui demandant de venir ici à Rennes-le-Château et qu'elle va rencontrer une femme qui va avoir un lien important avec Marie-Madeleine. Imaginez qu'elle la voit dans l'église, elle me voit une femme avec une étole religieuse, une croix, et elle sait que c'est moi. Et là, c'est complètement troublant parce qu'un échange se fait entre nous. Elle dit que en fait, elle est très dévouée aux femmes, qu'elle écrit un livre et que ce livre parlerait de l'hypothèse de Marie-Madeleine, la première femme pape, en fait, et son intérêt très marqué pour Marie-Madeleine. Et là, je comprends qu'effectivement, non seulement elle a un intérêt marqué, mais je sens aussi qu'elle est liée. Je sens qu'il y a quelque chose d'important et de fort. Et je lui dis, écoutez, vous avez beaucoup de chance de nous trouver ici parce que le taux de probabilité sur un an, sur le nombre de mois, le nombre de jours et l'heure dans la journée, sur les semaines et l'heure dans la journée, faut quand même le faire. Et là, elle me dit, je lui dis, vous saviez qu'à l'origine, nous devions être dans le dodécanèse et pour certaines raisons, etc., comme ce que je viens de vous expliquer. Et là, elle sourit, elle me regarde, elle me dit, mais nous aussi, on devait aller dans le dodécanèse, à Rhodes et à Patmos, et pour les mêmes raisons que vous, nous sommes venus à Rennes-le-Château. Donc, j'ai envie de vous dire que quand le destin s'en mêle, on ne peut pas, et on Oui. ne peut pas, comment dirais-je, alors échapper à ça. Et comme je le dis toujours, quand je raconte ça, ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des expériences de terrain. Ce qui veut Oui. dire qu'il y a une force qui est supérieure à nous, qui est immensément supérieure à nous, et qui fait en sorte d'organiser de façon parfaite les rencontres. Et de façon parfaite, je dirais, pour que les gens se rencontrent entre eux, pardon, et puissent comprendre le sens de la quête de chacun. C'est exactement ce qui s'est passé à Rennes-le-Château. Et dans le cas précis, là, ça vous a encore mis face à votre destin par rapport à l'histoire à la mission de faire découvrir le message de Marie-Madeleine. Et Absolument, dans cette psychométrie à Rennes-le-Château, si je me souviens bien, c'est là que vous avez eu l'image de Marie-Madeleine avec le ventre arrondi. absolument. C'est à Rennes-le-Château où je l'ai vue avec le ventre arrondi. Et là, et donc je savais qu'elle allait donner naissance à un enfant. Et c'est une scène que je vois absolument. Et d'ailleurs, dans la région, il y a plusieurs endroits qui vont m'interpeller aussi, parce qu'il n'y a pas que Rennes-le-Château, il y a d'autres endroits aussi qui vont m'interpeller. Et surtout, je la vois avec un ventre arrondi. Alors ça me stupéfait. À l'époque, quand je vois ça, je suis complètement stupéfaite. Parce que, alors déjà, que c'est impossible pour des croyants que Marie-Madeleine, éventuellement, ait pu épouser Jésus, et qu'en plus, elle ait une descendance. Alors là, j'ai mis du temps à parler de tout ça, parce que ça fait des années. Et j'ai mis du temps, parce que je me suis dit, il faut que je pousse plus loin l'investigation pour donner plus je dirais, de matière, en fait, à ce sujet. Et surtout, jusqu'où ça m'engage et jusqu'où ça m'amène. Et ça m'a pris du temps. Mais au fur et à mesure, bien sûr que je vais comprendre des choses, bien sûr. Et ça fait sens parce que je vais retrouver des choses. C'est, c'est le fil d'une pelote de laine. Absolument. C'est le fil d'une grande pelote de laine. En fait, c'est le fil d'Ariane que je vais tirer comme ça au fur et à mesure du temps. Cette pelote de laine, ce fil d'Ariane que je vais dérouler le plus possible, en fait, mais pour essayer de comprendre. Alors, c'est vrai que ce livre va surtout parler de mes pérégrinations et surtout, il va y avoir énormément de messages de Marie-Madeleine et elles vont m'apprendre comment elles vivent, où elles sont allées, ce qu'elles ont fait, combien de temps éventuellement elles sont restées, surtout leur rôle, parce que elle m'apprend aussi, elle va me dire que ces femmes
ces femmes d'éternité ont été salies, souillées, abîmées, violentées pour certaines d'entre elles. Et en fait, avec le courage et la force qui les habitent, elles ne vont cesser de progresser, d'aller sur le chemin et surtout d'aller évangéliser, de transmettre le message et d'aller cacher un peu des choses à droite à gauche. Elles parlent de tellement de choses. À Rhodes, par contre, vous avez l'image d'une Marie-Madeleine fatiguée. Oui, fatiguée et malade. Ouais, fatigué et malade. Et là, il y a Patmos aussi également. Je crois que c'est Patmos plutôt. Je me demande, c'est pas Patmos ou Rhodes, je sais plus, enfin de tête, où ils arrivent sur des embarcations, je les vois débarquer, etc. Et je vois qu'elle est malade, effectivement, et elle va être prise en charge, soignée. Elle est souffrante. Et en fait, alors, la question était, est-ce que l'escale était volontaire pour certaines choses? Mais je pense que oui, mais peut-être aussi pour soulager, pour que les personnes puissent aussi se reposer ou être soignées. Et puis, il y avait aussi derrière ça une idée comment dirais-je, je ne pense pas l'avoir mis dans le livre, mais c'était le fait aussi de ramener des plantes, de ramener certains produits qui allaient servir Des plantes médicinales. des plantes médicinales, absolument, parce que j'ai vu aussi beaucoup plus tard, j'en parle, qu'ils avaient l'art de guérir, de soigner par rapport à certaines plantes médicinales. Il y avait quand même une connaissance et de la fonction de certaines choses. Comme il y avait d'ailleurs une connaissance des astres, comme une connaissance je dirais, de la vie ou de l'éveil ou de la spiritualité, il y avait aussi cette connaissance, je dirais, du soin, des aliments, des bienfaits de l'eau aussi également parce que l'eau est très présente à chacune de leurs destinations. En fait, je vais me rendre compte que partout où elles vont aller, soit il y a des thermes, soit il y a des rivières, des cascades, mais l'eau est très présente et indissociable de ces femmes d'éternité. Et d'ailleurs, je fais aussi, enfin, j'en en parle pas dans le livre, mais je fais aussi un parallèle avec les hommes. Quand les hommes vont construire même des abbayes, il y a toujours une rivière, il y a toujours de l'eau à proximité, parce que l'eau est indispensable. Et ces trois éléments, l'eau, la pierre, la terre, qu'on va retrouver à chaque fois dans des lieux sacrés ou des lieux spirituels. Voilà. Il y a une portée symbolique aussi. Enfin, vous parlez de la symbolique de l'épée. Oui, alors la symbolique de l'épée, en fait, alors ça, je vais pas le découvrir tout de suite, mais ça va devenir tout à fait récurrent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mes révélations, on va me faire comprendre, alors je l'écris aussi dans le livre, mais ça va revenir à plusieurs reprises, c'est que l'épée se substitue à la croix, que la croix est l'épée et que l'épée est la croix, et qu'en fait, ces deux instruments ne sont qu'un, que l'épée vient de la croix et il y a en son cœur ce cœur qui bat et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Jésus, enfin, ce qui est drôle, c'est une très mauvaise expression, mais quand Jésus est représenté sur la croix, son cœur, sa poitrine est un peu au centre de la croix. Et de la même manière, alors je ne peux pas rentrer dans trop de détails parce que ça fera partie d'un prochain livre, mais on va retrouver aussi sur l'épée, où il y a le pommeau et le croisement au niveau du pommeau, on va retrouver aussi ce fameux cristal ce fameuse pierre sacrée qu'on va retrouver au cœur de certaines comment dirais-je, certaines épées parce qu'elles ont appartenu à quelques personnes et ça avait un sens. Et d'ailleurs, si Rhodes et Patmos ont eu lieu en 2018, c'est en 2017 peut-être ou inversement, pardonnez-moi pour les dates, Voilà. où j'avais eu l'occasion de me rendre dans les Cornouailles et ça a été une année absolument incroyable, où cette année-là, dans les Cornouailles, tous les lieux où j'allais, où je faisais des révélations, sortaient des agroglyphes dans les champs. Des agroglyphes, c'est-à-dire des crop circles. Et il y en a un, alors celui-là, alors là, c'était une histoire incroyable. Et en rentrant de cette enquête dans les Cornouailles, c'est là où je vais terminer mon livre L'entre-deux-vie révélé, où je vais ouvrir un chapitre justement sur ce monde parallèle. Et cette nuit-là, je vais faire un rêve. On va me présenter une immense épée, très belle, très ciselée. Et il y a le pommeau, il y a les deux axes de part en part, il y a la lame. Et là, on me montre comme un rubis rouge de sang et on me donne une certaine explication de cela. Et à ce moment-là, je suis rentrée de mon enquête. Nous sommes fin juin, début juillet, et je termine ce chapitre justement. Et, euh, et on m'avait donné les coordonnées d'un site où je pouvais voir
tous les crop circles qui sortaient. Ça, je l'avais appris dans les cours de Wise. C'est une personne qui faisait partie du groupe qui m'avait donné le nom de ce site-là. Et c'est là où on s'était rendu compte que toutes mes révélations, eh bien, se manifestaient en tant qu'agroglyphes dans les champs. Mais c'est inouï. C'est une autre histoire et un peu longue à parler, mais c'est inouï. Et finalement, suite à ce raid, donc je finis ce chapitre justement sur les crop circles des agroglyphes. Et du coup, je dois retourner sur ce site pour aller contrôler la date et le lieu pour ne pas marquer n'importe quoi dans mon livre par rapport à un lieu que j'avais, sur lequel j'étais allée. Et qu'est-ce que je découvre? Que la nuit où j'ai fait ce rêve, eh bien, il y a une épée qui est sortie dans un champ et vous voyez que donc une épée va sortir. Non, c'est pas une épée, pardon, c'est une croix. Une grande croix va sortir dans ce champ et au milieu de la croix, il y a un emplacement avec les blés à l'envers qui représente qu'on a voulu signifier quelque chose au milieu du pommeau. Tout ça, c'est contrôlable, hein, vous pouvez aller. Hein. Pardonnez-moi, je ne sais plus si c'est 2017-2018, j'inverse ces deux années-là. Et en fait, on voit clairement la croix, mais une croix qui peut former une épée, et on voit clairement que les blés sont inversés au cœur, juste en dessous du pommeau. Et là, je me dis, c'est incroyable par rapport à ce rêve. Et donc, cette épée et cette croix qui se substituent, elle va avoir un symbole fort, en fait, parce que c'est pas une épée pour tuer, c'est pas une épée pour massacrer, C'est une épée c'est une pour épée, séparer la vérité. c'est une épée de justice, c'est une épée de lumière et c'est une épée de vérité qui sert à adouber et porter le sens des choses. Donc en fait, c'est ça dont je parlerai dans un prochain livre. J'en parle un petit peu là, mais je vais donner tout ce sens à l'épée et à cette croix qui dirige un symbole plus fort qu'on le croit, en fait. Complètement. Et donc, oui, c'est quelque part, quand on, au fil du livre, on découvre qu'en fin de compte, vos destins se croisent ou sont parallèles. Vous la retrouvez même à travers un tableau, la naissance de Vénus. Alors, Je pense. dans La naissance de Vénus, c'est un tableau qui a été peint par Botticelli, qui est exposé au musée des Offices à Florence. Et ce tableau a une importance dans mon parcours parce que il se trouve que j'ai identifié la réincarnation de Simonetta Vespucci. Et Simonetta Vespucci était la muse de Botticelli. C'est elle qui pose dans le tableau de la Vénus, mais elle pose aussi dans d'autres tableaux de Botticelli, notamment le Printemps. Et en fait, à force de travailler sur Simonetta Vespucci, mais aussi sur Botticelli et le symbole qu'il a voulu transmettre dans la Vénus, Ouais. dans la coquille La Saint-Jacques, on la coquille voit dans une Saint-Jacques. coquille Saint-Jacques, voilà, où elle est nue, où elle se Magnifique. tient comme ça, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je suis allée au musée des Offices à Florence. Comme je vous le dis, je suis une femme de terrain. Et je suis restée 2 heures devant ce tableau. J'ai pu, heureusement qu'on ne m'a pas embêtée, pour me concentrer. Et j'ai voulu détecter, analyser quel était le symbole qu'avait voulu, parce que je me suis dit, Botticelli n'a pas fait ce tableau représenter juste une femme dans une coquille, c'est pas possible. Il y a un message derrière tout ça. Il a voulu dire quelque chose. Et en fait, j'ai senti que, et ressenti et entendu qu'en fait, Botticelli, quelque part, voulait aussi transmettre euh, je dirais, le message en lien aussi à Marie-Madeleine. Quelque part, il symbolise aussi Marie-Madeleine à travers cette Vénus. Il symbolise la femme, il symbolise le sacré, il symbolise le féminin. C'est plus qu'une femme dans une coquille, c'est parce qu'il y a l'eau aussi également. Donc en fait, il y a tout, d'ailleurs tout ça, vous le retrouvez, enfin les personnes le retrouveront dans le livre. Je vais expliquer en fait toute ma concentration et le sens caché que Botticelli a voulu donner. Et je me rends compte que Botticelli a codé aussi d'autres, comme le tableau du printemps, il l'a codé aussi également. Donc en fait, c'est tout ça que je vais essayer de décrire. Et c'est ce décodage, parce qu'il m'arrive de travailler sur des tableaux. Et un jour, alors ça, j'en ai encore jamais parlé, mais je le ferai, c'est de travailler, j'ai travaillé sur des tableaux faits par des peintres célèbres pour savoir ce qu'ils ont voulu dire ou transmettre dans ce tableau. Et c'est fascinant, j'adore ça. De toute façon, plus c'est compliqué, plus j'aime ça, plus j'aime le faire. Et donc, en fait, pour revenir à Botticelli, Botticelli va être très porté en même temps sur l'aspect mystique et spirituel, parce que lui-même fera partie d'une confrérie, quelque part, liée aussi
très christique, en fait, très christique, puisque, sauf erreur de ma part, il va représenter aussi une œuvre, Botticelli, à la demande d'ailleurs des Médicis, hein, de Lorenzo le Magnifique, je crois, des Magnifiques, de Lorenzo le Magnifique, Laurent de Médicis, de représenter la famille sainte sur un tableau. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans ce tableau où Botticelli va se faire son autoportrait aussi dans ce tableau-là. Donc en fait, on voit, et du coup, mais ça, je le découvre après. Donc ça donnait encore, pour ma part, encore plus de sens à ce que j'avais découvert de Botticelli, ce qu'il avait voulu retranscrire et ce que je vais savoir après. Donc vous voyez l'intérêt d'aller sur les lieux, l'intérêt de décrypter, d'aller sur les lieux qui va permettre de donner un sens, on va dire, tellement large, important et concret à mes travaux. C'est comme quand vous avez été à la Sainte-Baume, lieu qui inspire beaucoup de fidèles, mais votre perception, donc, elle est différente. Vous dites que Marie-Madeleine n'est pas morte, hein, À la Sainte-Baume, non? n'est pas morte, et que cette association à un crâne ne lui plaît pas. Ah, alors il y a deux choses. Il y a déjà la Sainte-Baume, où pour moi, elle n'est pas restée autant de temps qu'on veut bien le dire, enfin, mais selon moi, hein, ça n'engage que moi. Et le crâne, lui, il se trouve dans l'église de Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Il n'est Oui. pas à la grotte. Il Ah, est à d'accord. l'église de Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Et en fait, quand je vais entrer dans cette petite crypte et que je vais voir ce crâne, oh, j'ai un choc. C'est comme si je suis repoussée, en fait. Et je vais éprouver le besoin de sortir de là et d'aller m'asseoir sur les bancs de l'église, en fait. Et là, il va y avoir un message fulgurant de Marie-Madeleine, oh, ma main d'ailleurs va même pas assez vite pour que je note tout. Et là, de façon claire, cohérente et précise, elle va avec des mots très percutants, mais sans agressivité aucune et sans colère, enfin, sans agressivité, mais avec pas de la colère, de l'agacement, elle va dire des choses incroyables. Et il y a cette phrase que je trouve magnifique. euh, euh, Ce crâne représente la mort alors que je suis la vie. Ça représente la vie, oui. Je représente la vie. Et je trouve ça, elle est belle cette phrase. Elle a dit aussi, enfin, non, si j'ai bonne mémoire, vous avez laissé beaucoup trop de place à l'ombre. Oui, oui. En fait, il est temps que la lumière reprenne le pas et que l'ombre. Et en fait, d'ailleurs, dans ce que dit Marie-Madeleine, elle parle de son époque, mais elle parle aussi de plusieurs autres époques. Elle parle aussi de notre époque. C'est Elle dit qu'il est. intemporel. Mais c'est intemporel parce que ça revient de façon cyclique. Et là, on est dans une période où il est temps que la lumière revienne. Et l'obscurité a pris trop de place. Et il est temps que la lumière revienne. Et en fait, son discours, il est intemporel et très contemporain aussi, quelque part. Absolument. Et il y a des phrases comme ça où, quand elle parle de la connaissance, et elle dit que la connaissance rend libre, et elle dit aussi la connaissance rend libre, et évoluer dans le mensonge, c'est se soumettre. Vous voyez, C'est donc je le dis peut-être. parfaitement d'actualité. Oui, donc il y a quelque chose d'intemporel et de contemporain, puisque mon travail ne s'arrête pas là. J'ai retracé aussi des périodes, des époques où elles reviennent, ces femmes, où elles vont faire des choses, elles vont revenir, comme les hommes d'ailleurs, hein, et j'en parlerai des hommes le temps venu, mais chaque chose en son temps, parce que ça demande du temps de faire tout ça, et j'ai encore des voyages qui sont prévus en continuité avec elles. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il est temps de brandir ces épées de lumière, il est temps de brandir l'eau de cette source pure, et puis d'aller dénicher dans des lieux cachés tout ce qu'elles ont codé, elles ont laissé sur des pierres, des vêtements, des lieux, dans des temples, sous la terre même, dans des piliers parce que ça parle beaucoup du pilier à chaque fois d'ailleurs. Et parce que voilà. Et donc je suis sur des pistes en ce moment intéressantes, mais que je me garde pour l'instant. Voilà. On en parlera plus tard. On est dans l'impatience d'un prochain livre, alors. C'est cela. C'est cela, oui. Alors, elle a eu des descendants. Alors, elle a eu Il y a une descendants. descendance, oui. On va pas trop parler de certaines choses pour pas tout dévoiler le livre, mais il y a une descendance, oui. Elle va donner naissance à une fille qui va s'appeler Sarah, et puis elle donnera aussi naissance à un garçon. Et en fait, j'ai fait enfin, enfin,
c'est plutôt une personne dans mon entourage qui m'a aidé, enfin qui a fait un travail considérable. Dans ce travail considérable, on a retrouvé la descendance, en fait. On a retrouvé cette descendance. Et en fait, cette descendance va mettre, comment dirais-je, en lumière ben, plusieurs, comment dirais-je, lignées des Mérovingiens aux Capétiens. On va se rendre compte que les Mérovingiens, les Capétiens vont être dans cette lignée-là aussi également. Et cette lignée du Christ intérieur, en fin de compte, elle a été protégée à différentes époques par les Oui, Cathares, les Esséniens, oui. Les Templiers les aussi. Templiers, Les oui. Templiers. Et en fait, il y avait alors des confréries qui n'ont pas une connotation négative, parce que maintenant, c'est une connotation négative, et ce que je peux comprendre tout à fait. Mais en fait, oui, cette lignée a été protégée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit aussi, Marie-Madeleine. Le message, il était important à être protégé. Et tout ne pouvait pas être. En fait, il ne pouvait pas tout mettre au même endroit. Il fallait disperser l'information. Il fallait que le message soit dispersé, que des choses soient dispersées et cachées, parce qu'elle explique que l'homme vil le trouvera si on met tout au même endroit. Donc, que l'être éveillé, si son éveil est suffisant, eh bien, il sera guidé à aller sur les lieux, à retrouver sur Pour certains lieux, rassembler. voilà, et décoder ce qu'on a laissé dans la pierre, dans le vêtement, dans les chiffres, dans les nombres, dans tout, en fait. Tout est codé. Mais bon, Après, il y a aussi toute cette partie inverse où on a inversé aussi ces codes, où on a inversé aussi la notion de l'écriture, parce qu'il y a eu des traductions approximatives. Je suis allée étudier les religions à une époque, parce que j'avais besoin, par rapport à ce que je vivais, j'avais besoin de comprendre certaines choses. Et en fin de compte, on se rend compte que toutes les Bibles ne sont pas forcément exactes, exhaustives, et qu'elles ne sont pas forcément de bonnes traductions. Donc en fait, à l'époque, quand j'ai suivi mes cours, on parlait d'une Bible qui paraissait quand même plus précise. Et puis je me suis intéressée à plein d'autres choses. Mais j'avais besoin de comprendre le sens des religions pour donner une dimension aussi supplémentaire à mes travaux, à ce que je voyais aussi également, à ce que je commençais aussi à comprendre. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et là, je sens que ça s'accélère juste un petit peu parce que récemment, j'ai encore eu des lieux que j'aurais jamais imaginé, que je connais même pas en France pour le coup. Donc je vais y aller. Dès l'automne, je vais y aller. Donc ça, je peux pas trop en parler pour l'instant. Mais bon sang, je suis loin d'avoir terminé l'histoire. et on voit que Mais vous êtes ce qui est toujours, facile. vous êtes toujours sur le chemin, cher Pascal. On racontait aussi l'épisode où, en remontant la vie intérieure d'une élève, vous avez été à la rencontre de Sarah et qui vous serait pas tout à fait étrangère. Voilà, je vais recontextualiser. En fait, je vois de quoi vous voulez parler. C'est en fait, euh, euh, j'ai mené des travaux avec une de mes élèves à sa demande. Nous avons donc ensemble, comment dirais-je, enfin, j'ai accepté parce que cet élève souhaitait remonter sur l'itinéraire de son âme sur 2000 ans de vie, c'est-à-dire en partant de l'époque du Christ jusqu'à maintenant. Or, quand elle me demande ça il y a près de 20 ans, je lui dis à ce moment-là, je lui dis, mais vous vous rendez compte ce que vous me demandez? Si on suit mon protocole, c'est des années de travail. Et en plus, il y aura des recherches historiques à faire. Et elle me dit, Pascal, je suis prête à le faire. Bien. Et c'est ce qu'on va faire. Et un jour, avec cette personne, je suis au XIe siècle. Je sais que je suis au XIe siècle. Et je suis en Terre Sainte. Et là, en Terre Sainte, je suis dans une crypte. Je vais vous parler juste du passage où la femme, celle qui vit actuellement, incarnée à cette époque-là, vient demander, comment dirais-je, la protection, parce qu'on l'envoie dans cette tribu voir cette femme, et on vient lui demander qu'elle la protège, en fait. C'est une femme qui a été battue, lapidée, abîmée, et elle est meurtrie, et elle vient chercher cette protection. Et donc, moi, je suis dans cette crypte, donc dans le temps, je voyage dans le temps, je suis. Donc, je vois une femme de dos, et la personne, celle qui incarnait cette femme qui vit actuellement, qui vivait, qui est en train de lui parler. Et cette femme que j'ai de dos, elle m'interpelle, je lui dis, mais qui est-elle? Et donc, je parle d'elle sans la voir, et donc je vais exprimer tout ce que j'entends d'elle. Et ça m'intrigue tellement que je décide, comme si je suis avec vous, de la contourner, parce que je suis active, hein, je suis dans un film en fait. Hein. Donc je la contourne, je fais le tour, et là, quand je me retrouve face à face avec cette femme, je me reconnais, je sais que c'est moi. Et là, j'ai un choc, mon double réintègre très vite mon corps physique. Et là, je suis complètement
comment dirais-je, émue et troublée. Et en fait, cette femme dit s'appeler Sarah. Mais je découvrirai 3 ans plus tard et je savais que c'était pas son vrai nom. Et en fait, cette femme, je vais découvrir 3 ans plus tard qu'elle s'appelait en fait Mathilde de Toscane, qu'elle est allée en Terre Sainte parce que c'est un vœu qu'elle avait, et qu'en fait, elle voulait se faire appeler Sarah en Terre Sainte. Et là, je vais découvrir ça plusieurs années plus tard. Et je me dis, c'est absolument incroyable. Or, dans les livres que je vais découvrir sur Mathilde de Toscane, quand je vais mener mon enquête, je vais aller dans 5 pays pour Mathilde de Toscane, hein. Et d'ailleurs, en Italie, les gens me reconnaîtront comme être Mathilde de Toscane revenue à la vita, comme ils disent, à la vita. On me faisait la révérence, on m'appelait Belladonna. Non, mais c'est incroyable. Et je vais découvrir dans les livres que rien ne semblait être mis en lumière le fait que Mathilde de Toscane soit allée en Terre Sainte. Sauf que dans les années 2015, un de mes élèves m'offre un livre qui venait de sortir, qui est de Paolo Golinelli, et qui, lui, d'ailleurs, je trouve que c'est un des livres les mieux écrits sur Mathilde de Toscane, il commence à dire qu'aller en Terre Sainte, c'est en 2015 que je découvre qu'en fait, Mathilde avait fait le souhait d'aller en Terre Sainte. Elle voulait y aller en Terre Sainte. C'était une chevalière, Mathilde de Toscane. Donc là, c'est avéré, on savait qu'elle voulait y aller. En revanche, l'auteur dit qu'on ne peut pas prouver qu'elle y est allée, mais rien ne peut affirmer qu'elle n'y soit pas allée non plus. Ce qu'on sait, c'est que le moine Donizzone, qui a écrit le Vita Mathildis, le moine, on ne retrouvera dans ce Vita Mathildis rien de probant pendant 2 ans sur Mathilde Toscane. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Si ce n'est le fait qu'elle aurait pu s'absenter pour aller en Terre Sainte, sachant qu'il fallait plusieurs mois pour y aller. Donc en fait, moi j'ai commencé à entrevoir cette lumière de vérité. Et le fait qu'elle se fasse appeler Sarah, bien sûr que ça a du sens. Donc en fait, cette femme, Mathilde de Toscane, c'est la femme que j'incarne aujourd'hui, qui a vécu au XIe siècle. Elle est morte au début du XIIe siècle, en 1115. Et, euh, et cette enquête ne fera que me confirmer pendant 9 ans d'enquête que je suis cette femme. Et je vais vous donner cette information parce que ça, je peux le dire. Il se trouve que le travail que je fais en ce moment, qui est très confidentiel, secret, eh bien, a mis en lumière une chose importante, et je le sais seulement depuis 1 mois et demi. Je travaille sur ma généalogie familiale par une certaine branche. Et la personne qui travaille avec moi a découvert que j'étais descendante par filialité de Mathilde de Toscane. C'est-à-dire que je suis descendante de Sophie de Lorraine. Sophie de Lorraine était la sœur de la mère de Mathilde de Toscane. Elle était la sœur de Béatrice de Bar. Et Béatrice de Bar est la mère de Mathilde de Toscane. Donc, je suis descendante de Sophie de Lorraine par filialité de Mathilde de Toscane. Nous avons le même sang dans les veines. C'est Magnifique. inouï. Je n'ai rien à rajouter de plus que c'est inouï. Non, dans les histoires inouïes, il y a aussi dans les guidances sacrées que vous avez eues, euh, c'est l'histoire de la statue qui était cachée, enfin, comme cachée. Vous aviez une douleur au pied. Je ne sais pas Ah ce oui, qui s'est passé. ouais, c'était l'année dernière, ça, c'était l'année dernière. Je, pardon. Et on pourra peut-être conclure avec ça parce que des histoires. Mhm. Euh, Ben, en fait, c'est des validations, c'est pas des non, histoires, c'est des non, c'est pas expériences, des hein. histoires. Non, le mot est C'est pas des, maladroit. non, ouais, C'est ouais, très c'est grave. vraiment des expériences que je vis en fait pour faire court. C'est dans le sud de la France, dans une église du sud de la France, et là je vais dans une église qui est fermée à clé. Donc notre guide a les clés, nous entrons, nous progressons dans l'allée centrale, et arrivé au bout, les premiers bancs sont là. Il y a 2 marches et une statue qui est là sur la deuxième marche. La personne qui est avec moi, qui fait des visites guidées toutes les semaines, me dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait là, cette statue? Je ne la connaissais pas. Moi, je pars en voyage à ce moment-là, j'ai ce qu'on appelle une aponevrosite plantaire. C'est une douleur au pied qui est inouïe. C'est comme si on vous crucifiait le pied, c'est horrible. C'était à mon pied droit, c'est horrible. Et donc, je suis partie en boitant. Ça va que les personnes qui m'accompagnaient dans ce voyage, mon équipe a été formidable. Ils ont été vraiment des amours, des gens gentils. Ils m'ont aidé, soulagé, soutenu, parce que vraiment, j'étais en souffrance, hein. Très en souffrance, je marchais que sur un pied.
Et donc là, je m'assois à côté de la statue et je délivre ce que j'ai à délivrer. Lorsque tout à coup, une odeur se dégage du flanc gauche de la statue. Et là, je dis, oh, j'ai dit, mais regardez, ça sent l'encens, ça sent l'encens. Il y a une forte odeur d'encens, oud, myrrhe, je sais pas, mais c'est fort. Et à la fin, une odeur de rose se dégage. Et donc, comme dans le groupe, il y avait une personne qui était restauratrice de tableaux anciens et également restauratrice de vieux manuscrits, elle commence à expertiser la statue, elle l'authentifie, elle identifie une certaine date, une certaine période, mais elle aperçoit qu'il y a, il y a une couleur dessus qui est sous-jacente à une autre, sous-jacente, il y a une autre couleur. Et elle me dit, mais Pascal, c'est pas du tout une statue de la Vierge Marie, c'est une statue de Marie-Madeleine. Elle dit, il y a du rouge en Il y a du dessous, rouge. c'est pas du tout la Vierge, c'est Marie-Madeleine. Alors, on est bien sûr extrêmement troublé par son expertise. Ça se termine par une odeur de rose. Et là, moi, je suis complètement troublée et je me lève. Et je me lève et je ne me rends pas compte que je marche normalement. Et il y a une personne du groupe, Bernadette, qui dit, Pascal, vous marchez, regardez votre pied, votre pied. Et je me rends même pas compte à ce moment-là. Et je me rends compte par contre que la douleur a nettement diminué. Juste à côté de la statue, à quelque part, il y avait une prière, un morceau de papier, je l'ai ramassé, et la prière était pour Pascal. Ça s'invente pas, hein. Et le lendemain, c'était le retour, c'était notre dernier jour d'enquête. Je suis rentrée en 24 heures, 48 heures, ma douleur était terminée. J'avais des rendez-vous médicaux, je devais voir des médecins, je devais faire des semelles spécialisées parce que ça faisait 15 jours que j'avais ça et on m'avait dit